Bonjour tout le monde, vous êtes en train de nous rejoindre dans ce webinaire sur Zoom organisé par le Friend Strict et en présence, on a de la chance encore de l'équipe, une des parties de l'équipe de USA France Financials, Adrien Hérault et Olivier Sureau. J'espère que vous allez bien et avant de vous laisser la parole, je voulais dire que ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble et qu'aujourd'hui, USA France Financial, quand même, depuis 2012, accompagne 1500 familles. Donc, vous êtes un peu un des référents dans votre métier pour les familles aux États-Unis qui ont pas mal de besoins concernant l'optimisation de leur patrimoine et de leur argent. Voilà, je vous laisse la parole parce que vous allez en parler beaucoup mieux que moi sur comment structurer ces investissements avec une fiscalité maîtrisée, ce qui n'est pas rien. Parfait, merci, merci Romain, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Olivier, je ne sais pas si tu peux mettre la présentation. Aujourd'hui, je suis donc avec mon associé Olivier Sureau. Effectivement, comme Romain l'a dit, le thème, ça va être, on va parler de comment structurer vos investissements avec une fiscalité maîtrisée. Et qui de mieux aujourd'hui pour m'accompagner que Olivier, qui est CPA américain, expert comptable français et associé au sein du cabinet USA France Financial. Alors, au niveau de pourquoi parler, je ne sais pas si tu veux avancer dans les slides, s'il te plaît, Olivier. Hop, C'est parti. hop, et le prochain. Parfait. Donc, pourquoi la planification fiscale est centrale? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a un impact direct sur trois piliers fondamentaux de votre stratégie patrimoniale. Un, votre rendement net réel. Deux, vos revenus futurs à la retraite. Et trois, au niveau de votre succession. Donc une vie patrimoniale, elle se construit en trois temps. L'accumulation, je travaille, j'épargne, je construis. La distribution, mon capital finance mon train de vie. Et enfin, la transmission, mon patrimoine et mon héritage. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première partie. Sinon, la conférence durerait 3 heures, qui est la phase d'accumulation. C'est-à-dire, je travaille, j'épargne, je construis. Est-ce qu'on va vous laisser tomber pour les deux autres phases? La réponse, c'est non, bien sûr. Cette conférence est une série de 3 conférences. La prochaine sera sur la distribution et la suivante sera sur la transmission. Et Hein. si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le Q&A. Et Olivier et Adrien se feront un plaisir d'y répondre, évidemment, à la fin. Et tout ceci est enregistré et sera rediffusé pour ceux qui arrivent en retard ou qui n'ont pas le temps de rester jusqu'à la fin. Et elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube sur Friend District. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Romain. Et donc, sans plus attendre, je vais pouvoir donner la parole à Olivier, qui va venir, qui va nous éclaircir sur comment fonctionne concrètement la fiscalité de nos placements, comment l'anticiper intelligemment, quels mécanismes fiscaux sont à mettre en œuvre derrière mes placements, euh, et comment tout ça s'articule surtout entre la France et les États-Unis. Donc, Olivier, sans plus attendre, je te donne la Hum, parole. Merci Adrien, bonjour à tous, bonjour Romain, merci encore à French District d'organiser cet événement. Donc, quand on parle de fiscalité, bien évidemment, et quand on parle de fiscalité de performance, on sait que la performance, elle est toujours temporaire, mais l'impôt, il est là, il est toujours là, et ça, c'est une donnée qui est souvent fixe, il est permanent. Alors, il peut être évolutif, parce que bien évidemment, les lois changent, donc c'est pour ça qu'aussi, parfois, il faut aussi anticiper sa fiscalité, mais en tout cas, on sait que l'impôt est là, il sera toujours là, et il faut être capable justement de pouvoir se dire comment je peux faire en sorte que ma fiscalité sera en quelque sorte contractuelle. Et chaque année d'optimisation en termes de fiscalité me permettra d'avoir une meilleure performance, qui est sûre, puisque l'impôt sera réinvesti. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, chaque année d'optimisation, c'est en quelque sorte elle compte double. C'est important de le savoir. Donc, ce qu'il faut savoir quand on parle de fiscalité, de contexte global, quand on parle de ce type d'imposition, il faut savoir distinguer différents types de revenus. Vous avez bien évidemment des revenus qui vont être exonérés, ça on en parlera un petit peu plus tard, mais après, d'avoir des revenus, ce qu'on appelle des revenus ordinaires et des revenus dits à court terme, et des revenus ordinaires à long terme. On va en parler tout d'abord des revenus ordinaires. Alors, souvent, un revenu ordinaire, c'est ce qu'on connaît la plupart du temps, ce sont nos salaires, nos bonus, nos dividendes qui seront, eux, considérés comme non qualifiés. Je vous parlerai là dans quelques minutes pour qu'est-ce qu'est la différence entre ce qu'on appelle des non qualifiés dividendes et des qualifiés dividendes.
Et bien évidemment, ce qu'on parle de plus-value. Alors, c'est quoi une plus-value de façon globale? Une plus-value, c'est lorsque l'on revend un actif, ça peut être un actif immobilier, ça peut être un actif financier. Lorsque l'on revend cet actif, on est imposé sur le revenu, le bénéfice qui est généré dans cet actif. J'achète un actif 100, je le revends 200, j'ai généré un bénéfice de 100. Ce bénéfice, ça s'appelle bien évidemment une plus-value. Et cette plus-value, elle est importante, il est important de distinguer la durée de détention. Aux États-Unis, c'est assez simple, contrairement à des pays comme la France, par exemple, on distingue moins d'un an, plus d'un an. Si je détiens les actifs depuis moins d'un an, alors dans ce cadre-là, je serai taxé comme des revenus ordinaires. Donc, des revenus ordinaires, pour rappel, c'est ce qu'on appelle le barème progressif, qui commence bien évidemment à 10 et qui va jusqu'à 37%, ce qu'on appelle un taux marginal effectif. Donc en fonction de cela, ces revenus dits ordinaires seront taxés à ce type de tranche d'imposition. Maintenant, quand on parle de revenus qui vont être plutôt à long terme, donc ces mêmes actifs dont je viens de parler, si je les revends à partir de 1 an et 11 jours, ils seront considérés comme étant à long terme. Et là, il y a un vrai enjeu aux États-Unis, c'est-à-dire que la fiscalité est complètement différente. On parle d'une fiscalité qui va être en fonction d'un barème progressif, comme je l'ai dit, qui peut aller jusqu'à 37%, à une fiscalité qui, elle, va basculer sur des barèmes qui vont être fixes. Alors, fixe, on va distinguer surtout 3 tranches d'imposition. Il y a une partie qui peut être à 0%, une partie qui peut être à 15%, une partie qui peut être à 20%. C'est ce qu'on appelle donc l'impôt sur les plus-values à long terme. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un actif financier qui peut être des plans d'action, j'ai un actif immobilier qui peut être des biens immobiliers. Si je le revends à 1 an et 1 jour, je bénéficierai de ce taux réduit. Donc, parfois, il faut aussi anticiper cela, savoir combien de temps je vais le garder et est-ce que c'est intéressant de le garder un peu plus d'un an. Et il faut faire attention parce que souvent, on n'y pense pas. On se dit, mince, j'ai revendu cet actif, j'aurais peut-être pu attendre quelques jours ou quelques mois et la fiscalité aurait complètement changé. Donc, bien comprendre, bien anticiper. De la même façon, pour ce qu'on appelle les dividendes qualifiés, ce qu'on appelle aux États-Unis des qualified dividendes. Souvent, quand vous investissez dans des actions, donc des actions ordinaires, ce sont des actions qui sont sur le marché financier de façon générale, ces actions-là, tous dividendes générés, vont être fiscalisés là aussi à un taux réduit qui sera de 0, 15 ou 20. C'est ce qu'on appelle sur le régime des qualified dividendes. Donc, c'est la plupart des actions, on va dire, financiers purs. J'achète des actions de General Motors, par exemple. Les dividendes de General Motors seront considérés comme étant à des revenus pardon, taxer à un taux qui sera très limité dans ce cadre-là. Donc, bien comprendre cette imposition-là. Bien évidemment, je vous parle de fiscalité fédérale. Faites attention, quand vous habitez dans les États, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, nous sommes taxés au niveau fédéral. Les États vont rajouter une fiscalité supplémentaire ou pas. Si vous habitez dans des États, il y a 8 États aux États-Unis qui n'ont pas de fiscalité étatique. Si vous êtes dans un État où il y en a, il faudra toujours rajouter l'aspect fédéral dans ce type de fiscalité. Donc, pensez-y bien. Là, aujourd'hui, on essaie de vous parler de la fiscalité essentiellement fédérale dans ce cadre-là. Adrien, je te transmets la parole. Tu es en mute, Adrien. Merci Olivier. Alors une des questions qu'on nous pose souvent, c'est de dire, bah, ok, très bien, je connais mon rendement, mais quel est mon vrai rendement après taxe? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le tax equivalent yield, qui va vous permettre de façon très simple, de l'autre côté, en un clin d'œil, de pouvoir évaluer votre rendement net. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'une muni-bond, pardon, j'ai pris l'exemple d'une bond, d'une obligation. Et je me suis posé la question, comment, j'ai un taux de rendement sur mon obligation ici, comment est-ce que je peux évaluer ce taux de rendement net d'impôt, l'équivalent net d'impôt. Donc ici, mon obligation municipale me rapporte 3% par an. 3%, on peut se dire, c'est pas exceptionnel. Quand on compare, je sais pas, ne serait-ce que un money market, par exemple, à l'heure actuelle, dire, bon, bah, le rendement est pas exceptionnel. Mais je suis dans une tranche d'impôt de 37%. Donc, je suis dans la tranche maximale d'impôt. Quel est mon rendement réel de cette obligation municipale, de cette muni-bande? Pourquoi? Cette muni-bande n'est pas taxable. Les rendements de cette muni-bande sont tax-free. Donc, quel est mon rendement réel de ce placement-là? Eh bien, simplement, c'est mes 3% divisé, comme on le voit ici, par 1 moins mon taux marginal, ce qui fait 4,76%. Alors, qu'est-ce que veut dire ce 4,76%? Eh bien, ici, tout simplement, si je suis dans ce taux marginal d'imposition de 37% et que je cherche un placement
qui me rapporte l'équivalent de cette obligation municipale, eh bien, il faut que j'ai un placement qui me rapporte au minimum 4,76%. Pourquoi? Parce que l'impact de la fiscalité sur ce placement-là viendrait réduire mes rendements au même niveau que mon obligation municipale. Donc ici, très important, lorsque je regarde, j'évalue le potentiel de rendement de mon placement, bien l'évaluer net d'impôt et pas brut, puisque comme on vient de le voir, l'impôt a un gros impact sur mon rendement. Olivier. Alors, deuxième levier, pour évaluer, pour optimiser la performance de mon portefeuille, on en parle souvent, c'est ce qu'on appelle le tax loss harvesting. Tax loss harvesting, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire récolter les pertes. C'est quelque chose qui se passe au sein de mon compte d'investissement. Donc ici, c'est un grand mot, beaucoup de gens en parlent, mais souvent ce qu'on dit, c'est que comment est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Eh bien, tout simplement, c'est un concept très simple à comprendre. Eh bien, admettons que j'ai un portefeuille d'investissement. Alors, c'est pas une recommandation, mais c'est pour donner un exemple. On reviendra dessus plus tard. J'ai un portefeuille d'investissement qui investit par exemple dans le S&P, dans le Dow Jones et dans le Nasdaq. Admettons que sur ces trois indices, eh bien, le Nasdaq soit en perte. Eh bien, ce que je vais faire tout simplement, donc j'ai une perte sur cette partie de mon portefeuille, eh bien, je vais revendre ma position. Donc je vais liquider ma position en perte. Je vais réinvestir tout de suite ces fonds dans quelque chose d'équivalent. Alors attention, on va en parler un peu plus tard de la règle Wash-Sell, mais je vais réinvestir mes fonds pour qu'ils continuent de grandir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais récolter ma perte fiscale. Et ça, je l'accumule d'année en année, ce qui me permet, au moment où je décide de revendre, eh bien, de bien avoir une perte fiscale qui s'est accumulée pour optimiser les rendements globaux de mon portefeuille. Alors, une chose très importante à laquelle il faut faire attention, c'est cette règle du wash sell. Wash sell, ça veut dire quoi? Parce que l'IRS ici s'est dit, OK, c'est une belle optimisation, mais finalement, c'est moi le grand perdant. Donc, ils ont mis en place une règle simple qui est de dire, si vous revendez une position Nasdaq, mais que vous rachetez tout de suite, 24 heures après, ou tout de suite même, la position Nasdaq, vous dire non, Adrien, ça fonctionne pas. Là, c'est clairement de l'optimisation fiscale. Nous, on n'est pas d'accord. Donc, lorsque je fais du tax loss harvesting, lorsque je veux récolter ma perte, c'est effectivement une bonne idée de le faire, mais je ne réinvestis pas sur une position similaire ou équivalente. Par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, eh bien, je peux très bien revendre ma position Nasdaq et réinvestir dans une position telle que le Russell 1000. Et là, le schéma fonctionnerait. Mon argent resterait investi, je bénéficie bien de cette perte que je récolte au fil des années, et j'optimise mon portefeuille. En termes d'optimisation, quoi est-ce qu'on peut espérer là-dessus? Eh bien, généralement, entre 0,5 et 1% par an. Et on verra tout à l'heure avec des vrais chiffres que sur le long terme, c'est vraiment game changer en termes de stratégie. Merci Adrien. Ouais, très important cette stratégie tax loss harvesting quand on parle d'optimisation de sa fiscalité. Donc maintenant, quand on parle de levier d'enveloppe, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va pouvoir payer l'impôt, est-ce qu'on peut payer moins ou est-ce qu'on paye au bon moment? Donc bien évidemment, l'objectif, c'est pas d'éviter de payer l'impôt. Si on peut l'éviter, bien sûr, c'est mieux, mais c'est bien évidemment de l'optimiser et de le payer au bon moment. Et c'est là où on va faire vraiment une vraie, ce qu'on appelle planification fiscale sur le long terme. Il ne faut pas raisonner qu'en court terme. Quand on fait de la fiscalité, il faut raisonner sur le long terme, savoir à quel moment, quel taux et comment mon taux peut évoluer. Parce que bien évidemment, en fonction de ses revenus, en fonction de son contexte, de son travail, du business qu'on peut revendre, son taux d'imposition peut changer aussi au fur et à mesure des années, à la hausse ou à la baisse. Donc en fonction de cela, il faut mettre en place les bons outils, une bonne stratégie. Donc un des premiers outils, c'est quand on parle justement de phase d'accumulation, on parle souvent de phase de plan de retraite. Et il y a une des premières choses qu'il faut souvent bien connaître comme concept, c'est ce qu'on appelle les ROS versus traditionnels. Alors les ROS, c'est ce qu'on appelle de l'after-tax, et du traditionnel, c'est ce que l'on appelle du pré-tax. Alors le pré-tax, ça veut dire qu'en gros, traditionnel, j'ai une déduction fiscale maintenant, d'où la notion pré-tax.
after tax, j'ai déjà payé l'impôt. Donc, j'ai investi dans un compte de plan de retraite qui est traditionnel. Je vais obtenir une déduction fiscale aujourd'hui. Par contre, dans le futur, un jour, je paierai l'impôt. Et cet impôt, je vais le payer au moment de la distribution, justement, de ce plan de retraite. C'est là qu'il va falloir mettre en place une planification fiscale sur le moyen et long terme. Le ROS, lui, c'est l'effet inverse. Le ROS, c'est au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de déduction fiscale, je n'ai pas d'avantage fiscal. Par contre, le jour où je vais toucher l'argent, je ne serai pas taxable, non seulement bien évidemment sur l'argent que j'aurai mis, mais sur tous les revenus qui auront été accumulés. Dans les deux cas de figure, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que dans toute la phase d'accumulation, dans les deux cas de figure, je ne paie pas d'impôt sur les revenus générés. C'est-à-dire que chaque revenu qui sera généré va m'économiser d'impôt, et en quelque sorte, cet impôt économisé va être réinvesti chaque année dans ces plans de retraite. Que ce soit du ROS ou du traditionnel, le gros avantage, c'est ce qu'on appelle de la fiscalité, entre guillemets, différée ou pas, mais je ne paie pas d'impôt pendant toute la phase d'accumulation. Ce qui va changer la donne, c'est la phase de distribution. La phase de distribution, un ROS, à ce moment-là, je ne serai pas taxé parce que je n'aurai pas eu l'addiction fiscale au premier jour. Et le traditionnel, je serai taxable à ce moment-là. Et Adrien vous montrera un schéma tout à l'heure à cet effet dans ce cadre-là. Donc là, il va falloir justement trouver le bon juste milieu, savoir quels sont les taux qui peuvent être intéressants d'appliquer. Et en fonction de votre situation fiscale, en fonction de votre histoire également, personnelle, en termes de travail, vous allez utiliser ces deux outils à un moment donné ou à un autre. Par exemple, aujourd'hui, je commence un travail, je commence à étranger de positions qui sont plus basses, j'ai plus intérêt à prendre un ROS. Pourquoi? Parce que je sais que plus le temps va avancer, plus ma tranche d'imposition va grimper. Donc, il vaut mieux en début de carrière commencer à investir dans des ROS IRA, ou dans des plans de retraite des ROS, on va en parler, plutôt que des traditionnels, parce que je ne cherche pas forcément la déduction fiscale maintenant, parce que si j'y réfléchis sur le long terme, j'ai beaucoup de chance à avoir un patrimoine qui va être beaucoup plus conséquent au moment de ma phase de distribution, mais surtout mes tranches d'imposition ne seront pas les mêmes. Parce que quand je serai en fin de carrière, même ma retraite, ma tranche d'imposition, ça serait tellement plus élevé qu'en début de carrière. À l'inverse, si je suis en plein milieu de carrière, j'ai des tranches d'imposition très importantes, j'ai plus intérêt dans un premier temps à faire du traditionnel et après peut-être basculer sur du ROS. Mais on va en parler également dans ce cadre-là. Donc, comme je l'ai évoqué, souvent le ROS, il est proposé par votre employeur. Souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est quand on travaille dans une entité, on pense toujours tout de suite à faire un 401k traditionnel, déduction fiscale, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que son employeur propose également un ROS. Et on peut même proposer un ROS complémentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez le droit, normalement, dans un plan de retraite, dans un type de 401k classique, vous pouvez mettre jusqu'à 72 000 $ par an. Ces 72 000 $ par an, c'est la somme de la contribution en tant qu'employé, la contribution employeur, ce qu'on appelle le matching, et le profit sharing. Ces trois sommes, en fait, peuvent arriver à 72 000 $. Et l'avantage que certains employeurs vous proposent, regardez toujours dans vos bénéfices, dans ce cadre-là, vos employeurs peuvent vous proposer de vous dire si la somme de ces trois chiffres sont à 72 000 $, vous avez la possibilité, c'est-à-dire imaginons que vous avez mis le maximum 24 500 $ dans un plan de retraite 401k, qui est la limite, le maximum légal et fiscal dans du pré-taxe. Votre employeur va vous proposer de verser de votre poche, bien sûr, mais dans un portefeuille de ROS, le différentiel entre les 72 000 et l'argent que j'aurais mis pré-taxe, plus l'argent que mon employeur mettra. Et ça va me permettre de rajouter en différentiel sur un plan de retraite qui sera un ROS. Et là, j'aurai la combinaison de tout, ce qui est plutôt pas mal. Moi, personnellement, je le fais et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et regardez toujours cette possibilité de le faire. Donc, bien important de connaître cette possibilité d'avoir ce qu'on appelle un ROS 401k à l'intérieur de votre compte de 401k traditionnel dans le cadre de votre employeur. Vous avez les ROS IRA, c'est-à-dire que vous, personnellement, un IRA, c'est quand on contribue de façon personnelle. Donc, le plan est à notre nom. À 401k, le plan est au nom de l'entreprise. IRA, le plan est à notre nom. Et donc, dans un IRA, j'investis moi-même dans un plan de retraite. Donc, les ROS, on a une limite, malheureusement. C'est-à-dire que si vous mettez dans un ROS, vous voulez mettre dans un ROS la limite qui est de 7 500 $, si vous avez moins de 50 ans, 8 600 $, si vous avez plus de 50 ans, cette limite-là, en fait, comment dirais-je, vous ne pourrez pas mettre dès lors qu'un certain nombre de revenus est atteint. Donc, en fait, la parade à cela, c'est de faire ce qu'on appelle du backdoor dans un ROS. C'est-à-dire qu'en fait, j'abonde dans un traditionnel IRA qui n'a pas de limite, lui, et la même année, je le remets tout de suite dans un ROS qu'on appelle un backdoor ROS IRA qui vous permet de contribuer en contournant un petit peu ces limites-là dans ce cadre-là. Donc, pensez bien à connaître cette partie-là. Donc là, c'est pour ça qu'on parle là de stratégie un petit peu du siècle. C'est comment j'utilise, parce que souvent, je vous ai dit, en fonction de sa carrière, on va avoir des moments de carrière qui vont être différents.
Si vous êtes en plein milieu de votre carrière, vous dites, bah voilà, moi, j'ai un taux d'imposition maximal, je vis dans un état avec une fiscalité importante. Par contre, il y a de grandes chances qu'au moment de ma retraite, je ne vise plus dans cet état-là, mais je suis dans une fiscalité fédérale et étatique où je paye quand même beaucoup d'impôts. Admettons, je paye maximum 37% au niveau fédéral et 12-13%, par exemple, si je suis en Californie, on est quasiment du 50%. On pourrait se dire, bah là, il faut faire plutôt ce qu'on appelle du pré-taxe, donc investir dans un plan de 401(k) traditionnel qui vont me permettre d'avoir une déduction fiscale. Mais je peux avoir après des événements qui peuvent être conjoncturels ou structurels. Événements conjoncturels, malheureusement, je perds mon travail. Et donc, ma troisième position chute tout de suite. Ou autre événement qui peut être conjoncturel, la bourse, les marchés financiers ont une correction. On l'a connu l'année dernière, il y a un an, on est à moins 25, moins 30%. Et en fait, à ce moment-là, on peut avoir des fenêtres d'opportunité de se dire, tiens, est-ce que je ne devrais pas à ce moment-là, mon plan de retraite traditionnel, le convertir en Roth? Donc à ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais si je le convertis, je paye un impôt. C'est vrai, parce qu'en fait, quand on convertit, on passe d'un traditionnel à un Roth, ben, il faut payer l'impôt, puisque le Roth, par définition, tout ce qui va grandir dans le futur ne sera plus jamais taxé à vie. C'est quand même un outil assez exceptionnel. Et si je fais une conversion à ce moment-là, imaginez que je la fais au moment où les marchés financiers sont à moins 30%. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais être taxé sur une valeur de 200 qui était de 100 au départ à 70. Et comme les dernières, imaginez que les marchés financiers reprennent au bout de 2-3 mois les 30%, ben, tous les 30% qui ont été repris, zéro fiscalité. Parce que je serai en Roth. Donc, je vais payer un impôt, mais sur une base fiscale plus basse. De la même façon, imaginons que je me dis, tiens, j'étais l'année dernière à 37% d'imposition. Cette année, je suis dans une phase de transition, je n'ai pas de travail. Avant de reprendre un travail, mon taux d'impôt cette année, il est de 20. Est-ce que je n'ai pas intérêt à faire un Roth parce que j'ai une déduction fiscale de 37? Là, maintenant, je vais être taxé, mais je vais être taxé sur 20. Et toute l'augmentation de fonction ne sera pas taxée à vie. Donc, je peux avoir ces phases conjoncturelles dans ma vie qui peuvent être intéressantes et de me dire, tiens, peut-être, ou une année sabbatique, par exemple, peut-être c'est le moment de le faire. Ou alors une phase un peu plus structurelle au moment de sa retraite. Quand on est au début de sa retraite, on peut se dire, bah, maintenant, ma tranche de position va être plus basse, ou j'ai peut-être pas besoin au début de ma retraite de prendre tout de suite des plans de retraite. Bah, plutôt de me dire j'attends dans le futur, est-ce que je n'ai pas un intérêt de faire du rollover vers un Roth IRA également? Parce que là aussi, je vais jouer sur la fiscalité, mon taux qui sera plus bas. Je serai peut-être plus dans l'État, par exemple, dans l'État de Californie, je serai peut-être pas dans un État où il n'y a pas de fiscalité, en Floride ou même en France, par exemple. Dans ce cadre-là, je n'aurai pas l'État dans ce cadre qui se appliquera. Et surtout, n'oubliez pas, un des outils puissants du Roth, c'est que je n'ai pas de RMD. Hein, le RMD, pour mémoire, c'est dès que vous atteignez votre 73e année d'anniversaire, si vous avez un plan traditionnel, vous avez l'obligation de prendre ce plan de retraite. Et vous savez ce qui se passe souvent, c'est que malheureusement, au moment où on a l'obligation de prendre ce plan de retraite, c'est là où le marché financier baisse et on se retrouve un peu coincé parce qu'on est obligé de prendre, et on sait tous qu'il ne faut jamais liquider ses actifs financiers quand les marchés sont en baisse. Mais là, si on n'a pas le choix, parce que légalement on est obligé de le faire, on sera obligé de le faire. Alors que si j'ai un Roth, je n'aurai pas cette limite. Donc, bien comprendre ces enjeux dans ce cadre-là. Adrien. Parfait, ouais. Et toujours dans la lignée des plans d'entreprise, on va parler du HSA, hein, donc le Health Saving Account. Beaucoup d'entre vous, via la plupart, même je dirais, via leur employeur, ont ces comptes à disposition. Et souvent, on se dit, c'est un compte santé, allez, moi je suis coupable, je l'ai fait les premières années, ça sert à rien. Mais c'est faux. Il faut savoir que c'est le seul compte, hein, le HSA, le Health Saving Account, est le seul compte qui a la triple exonération. Exonération, puisque vos contributions sont déductibles. Tout impôt que je mets dans mon HSA ne sera pas imposé. Croissance, taxe deferred, et sortie tax-free si ces fonds sont utilisés pour payer mes frais de santé. Alors, je sais que on espère tous être, et je le souhaite à tout le monde, hein, d'être en meilleure santé possible, mais de toute façon, dans sa vie, on va faire face à des frais de santé. Hein, les contributions, on les voit ici, 4 400 individuels, 8 750 familles. Ça vaut le coup de contribuer à ce type de plan. Surtout, comme le disait Olivier tout à l'heure, admettons que je sois dans un État qui est, par exemple, la Californie, New York, des États où je suis extrêmement taxé, avoir de l'argent que je vais pouvoir faire grandir, tax deferred, utiliser tax-free pour mes frais de santé, c'est extrêmement important. Et une question qu'on me pose souvent, c'est de me dire, ok Adrien, ben c'est bien, je fais mes contributions, mais si je maximise mes 8 750 par an là-dedans, bon, au bout de 10, 15, 20 ans, je vais avoir un sacré montant. Est-ce que cet argent est perdu si je l'utilise pas pour mes frais de santé? Hein. Et la réponse, c'est non. Hein. C'est que oui, la priorité, attention,
c'est payer vos frais de santé, hein, surtout, il faut payer ses frais de santé, mais vous avez un filet de sécurité. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous allez avoir la possibilité, et Olivier peut-être te laisser revenir là-dessus, de pouvoir transférer ce HSA en un IRA traditionnel et l'utiliser lors de votre retraite. Alors, vous allez perdre l'utilisation tax-free des fonds. Mais c'est pas de l'argent perdu, c'est pas de l'argent qu'on jette entre guillemets, qu'on met dessus et qu'on jette à la poubelle. C'est si vous avez besoin pour les frais de santé, triple exonération. Et si vous n'avez pas tout utilisé lorsque vous partez à la retraite, vous pouvez quand même le convertir en IRA et l'utiliser pour la retraite. Olivier, peut-être ma question pour toi, c'est est-ce qu'il y a des limites de transfert du HSA traditionnel IRA lorsque je pars à la retraite? Oui, alors il faudra bien respecter les limites annuelles que l'on connaît, qui sont de 7 600 $ par an. Donc, je ne pourrais pas le faire en fait dans ce cadre-là. Mais c'est pas, en fait, ce sera surtout ce qui sera important au-delà de cet aspect-là, Adrien. Et comme tu l'as dit, c'est de savoir que dès que vous avez passé 65 ans, vous avez la possibilité, surtout, même de retirer si demain vous en avez besoin. Ça sera un peu comme un plan de retraite. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de retirer l'intégralité de votre HSA, même si c'est pour faire des dépenses hors santé, mais ils seront taxés comme des revenus ordinaires. Donc, on aura vraiment la fiscalité différée, comme Adrien, tu l'évoquais tout à l'heure. Ce qu'on va éviter, c'est les pénalités de 20%. Parce que vous savez, dans un HSA, quand on distribue, si on ne distribue pas et on le prend pour autre chose que les dépenses médicales, en plus de l'impôt qu'on doit payer, puisqu'à ce moment-là, on doit payer l'impôt, on se retrouve à devoir payer une pénalité de 20%. Dans le cas du HSA, comme tu l'as dit, Adrien, ce filet-là de sécurité, il arrive à 65 ans et à 65 ans, finalement, ça devient comme un plan de retraite. Donc, ce qui vous permettra, même si vous avez besoin de le prendre en intégralité, vous le prendrez en intégralité et vous serez taxé comme un revenu ODR, comme un IRA traditionnel classique. Et donc, vous paierez à ce moment-là une fiscalité, mais cet argent aura grandi sans fiscalité pendant toute cette année. Donc, l'IRA, ça sera forcément plus grand. Le HSA, pardon, il sera forcément plus grand dans ce cadre-là. Tout à fait. Merci Olivier. Voilà, merci à toi. Alors, après les outils providés par votre employeur, alors bien que la Cash Value Life Insurance puisse l'être, mais de façon plus classique, généralement, c'est quelque chose qu'on met en place de façon personnelle. On va se pencher sur le cas de la Cash Value Life Insurance. Ici, hein, c'est vraiment la Cash Value Life Insurance, c'est un actif défensif. Généralement, nous, on la place dans le patrimoine de nos clients en tant que fonds d'opportunité. Hein, c'est-à-dire un seau, un bucket, comme on dit ici aux États-Unis, dans lequel je vais pouvoir mettre de l'épargne. Cette épargne va grandir avec une croissance constante, défiscalisée, plus forte que l'inflation. Ça, c'est important. Mais également une croissance, capital et intérêt, que je vais pouvoir retirer de façon tax-free. Pourquoi est-ce que c'est clé? Parce que, eh bien, au-delà de mon épargne de sécurité, 6 à 12 mois de dépenses, si je continue à investir, et on le verra tout à l'heure avec des chiffres, si je continue à investir mon épargne dans, par exemple, des money market ou des high yield saving accounts, la chose dont je ne me rends pas compte, c'est l'impact de l'impôt chaque année sur la croissance de mon fonds d'opportunité. Mon fonds d'opportunité, c'est quoi? Eh bien, c'est ce cash que je garde de côté pour plus tard aller saisir des opportunités, qu'elles soient immobilières, financières, entrepreneuriales. En utilisant cet outil, en utilisant la Cash Value Life Insurance, pour cette partie de mon patrimoine, généralement entre 10, 15, 20% de son patrimoine, si on est plutôt conservateur, en utilisant cet outil-là, eh bien, je vais pouvoir faire, entre guillemets, d'une pierre deux coups. Je vais pouvoir, faire croître mon patrimoine à des rendements plus forts que l'inflation, à des rendements qui, plus tard, seront défiscalisés. Et en plus de ça, si je le souhaite, j'ai la possibilité de faire un effet de levier, c'est-à-dire d'utiliser le nantissement pour aller financer ces projets, ces outils d'investissement, et donc encore ici, venir créer de l'alpha patrimonial. En plus de tout cela, il faut quand même dire que c'est aussi un outil de protection qui a une assurance décès. En cas de, malheureusement, et on ne le souhaite à personne, mais en cas de décès prématuré, eh bien, votre famille serait protégée également ici. Merci, Adrien. Olivier, je te donne la parole pour nous parler de la Voilà. partie immobilière. Voilà, là, on va vous parler des outils, des différents outils qu'on peut avoir. Là, on est toujours en phase d'accumulation, mais qu'est-ce qui peut se passer? En phase d'accumulation, on est amené à vendre certains actifs. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ces certains actifs pour
un petit peu structurer, mettre en place une stratégie fiscale qui me permettra finalement d'avoir toujours cette optique de réinvestir, entre guillemets, son impôt, plutôt que de le verser à l'instant T, de le réinvestir pour le différer un petit peu plus tard ou l'optimiser d'une certaine façon. Donc, la première catégorie qu'il faut connaître, hein, là, quand on parle d'immobilier à proprement parler, hein, pour certains d'entre vous, c'est la notion de real estate professional. C'est une notion qui présente un avantage majeur, hein, c'est que en cas de perte, ces pertes sont déductibles de vos revenus ordinaires. Hein. C'est-à-dire que demain, j'ai un revenu issu par une activité commerciale ou par une activité salariale. Je gagne 500 000 dollars, par exemple. J'ai une activité immobilière où mon conjoint, c'est surtout ça qu'on cherche à faire parfois, mon conjoint a une activité immobilière, est une real estate professionnelle et, par exemple, investi dans des biens immobiliers. Ces biens immobiliers génèrent forcément des pertes fiscales au départ. On regardera un petit peu les façons de générer des pertes fiscales, mais notamment au biais des amortissements fiscaux dont on a possibilité de pratiquer aux États-Unis. Donc, vont me générer des pertes fiscales, pas des pertes financières, j'insiste, hein, des pertes fiscales. Et ces pertes fiscales, si je, par exemple, génère moins de 100 000 dollars, vont pouvoir se déduire de mes 500 000 dollars qui seront mon activité que j'aurai business ou salarial, au niveau salarial. La condition de cela qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être real estate professionnel, il faut passer beaucoup de temps. Il faut que ce soit son activité principale. Donc, ce qu'il faut être capable, c'est être capable de prouver que l'on passe en moyenne 750 heures par an dans le cadre de cette activité-là. C'est pour ça que souvent, on essaie de mettre en place cette stratégie dans le cadre d'un couple. Si le conjoint ne travaille pas forcément ou cherche à effectuer un travail et souhaite investir notamment le patrimoine familial, là, il peut avoir un intérêt stratégique en disant, ben voilà, l'argent généré par le couple, bah, le conjoint qui ne travaille pas forcément va utiliser cet argent pour l'investir dans l'immobilier et pouvoir avoir cette qualification de real estate professionnel qui va lui permettre de générer des rendements locatifs, mais ces rendements locatifs généreront des pertes fiscales au travers de l'amortissement qui peut justement être un réel avantage dans ce cadre-là. Alors, c'est pas évident de l'atteindre, mais c'est quand même important de connaître que certains couples mettent en place cette stratégie-là. Elle est vraiment intéressante parce que ça vous permet d'injecter chaque année de l'argent, de générer des pertes, d'optimiser votre fiscalité, et puis vous préparez là aussi votre retraite, parce que le jour où vous serez à votre retraite, là, vous aurez des rendements locatifs, vous aurez acquis des biens immobiliers grâce à ces économies d'impôt, entre guillemets. Hein. C'est quand même pas négligeable dans ce cadre-là. Hein. Par exemple, là, je vous ai parlé d'un exemple tout à l'heure. Hein. Là, si on a 300 milliards de revenus dans cet exemple-là, 100 000 dollars de pertes, hein, sans le real estate professionnel, je suis imposable sur 300 000. Grâce à ce real estate professionnel, je suis imposable sur 200. Donc, j'économise 37 000 dollars d'impôts que je peux me permettre d'investir, par exemple, dans de l'immobilier ou ailleurs, justement, dans ce cadre-là. Donc, bien comprendre cette notion-là où j'ai vraiment cette qualification d'actif dans ce cadre-là. Une autre notion, justement, qui va en conjonction avec le real estate professionnel, mais qui peut avoir en conjonction avec d'autres types d'activités immobilières, c'est ce qu'on appelle le cost segregation aux États-Unis, qui est souvent méconnu et qui devrait être connu, hein, j'en parle souvent. C'est en fait pratiquer l'amortissement par composant dans le cadre de l'immobilier. C'est en gros accélérer votre amortissement immobilier. Ça veut dire quoi l'amortissement composant? Vous savez qu'en règle générale, quand on achète un bien immobilier aux États-Unis et qu'on le loue, si c'est une activité à titre commercial, par exemple dans le cas de l'hôtellerie ou de Airbnb, c'est amortissable sur 39 ans. Si c'est une activité résidentielle, avec des locations, hein, des durées de location à plus de 30 jours, je pratique un amortissement sur 27 ans et demi. Donc, ça veut dire que je prends mon bien immobilier, il y a une partie qui va être du terrain, une partie de la construction. La partie de la construction est amortissable sur 27 ans et demi résidentiel, ou si c'est non résidentiel, 39 ans. Donc, ça va me générer une charge fiscale supplémentaire chaque année. D'où, je vous disais tout à l'heure, souvent, on peut avoir même des pertes fiscales dans ce cadre-là. J'ai la possibilité, parfois, justement, quand je fais l'acquisition d'un bien immobilier, de pratiquer l'amortissement par composant. Donc, je vais découper mon bien immobilier, plutôt dire que c'est un seul et même bien. Je vais le découper, je vais dire, tiens, il y a des portes, il y a des murs, il y a des socles, il y a des planchers. Et en fait, ça va me permettre d'accélérer pour une partie de ce bien un amortissement. De quelle façon ça se fait? En règle générale, pour la partie construction, on estime que 20 à 30% de la partie de la construction des biens immobiliers, donc j'achète un bien immobilier qui vaut 1 million, on va dire le terrain vaut 300, 400 000. La partie construction, admettons, elle vaut 600, 700 000. Sur à peu près 200 000 dollars, je vais avoir la possibilité de considérer que c'est dans un cas d'amortissement composant et d'avoir un amortissement accéléré parce que c'est pas de la construction pure, hein, c'est pas ce qu'on appelle du socle de la construction pure, du travaux de gros œuvres. Et donc, ça me permet d'avoir des amortissements accélérés qui vont être entre 5 ans et 15 ans. Mais tout ce qui est amortissable entre 5 ans et 15 ans, nous avons la possibilité, en plus c'est revenu dans le cadre du One Big Beautiful Act, d'avoir un amortissement accéléré et de déduire 100% la première année, ce qu'on appelle une bonus depreciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce même bien, j'ai acheté tout à l'heure un exemple pour 1 million, mais ça pour n'importe quel autre bien, 1 million, je vais pouvoir avoir
dès la première année, donc comme j'ai dit tout à l'heure, partie construction 700 000, 30%, ça représente 210 000. Dès la première année, je vais générer un amortissement fiscal de 210 000 dollars. Donc, vous imaginez 210 000 dollars. Quand bien même ce million de dollars, j'ai peut-être apporté que 20%. J'ai fait un down payment de 200 000 dollars parce que le reste, je l'ai emprunté. J'ai mis un down payment de 200 000 dollars. J'ai une déduction fiscale tout de suite de 200 000 qui vont générer des pertes qui vont être déductibles si je suis en retraite professionnelle automatiquement de mes revenus. C'est ce qu'on appelle l'amortissement par composant. Alors, il faut que ça vaille le coup également, hein. En règle générale, on estime qu'il faut que le bien immobilier qui soit acheté vaut au minimum entre 300 et 400 000 parce que vous allez devoir faire une étude, passer par un expert spécialiste qui va vous faire un rapport, qui va lui-même, en fait, vous donner le calcul de cet amortissement par composant. Et cette étude coûte en moyenne entre 2, 3, 4, 5 000 dollars. Et donc, pour amortir ce coût, il faut quand même que ça vaille, entre guillemets, le coût. Donc il faut quand même avoir un investissement immobilier assez conséquent. Donc, ça, c'est dans ce cadre-là. Mais là où ça peut être intéressant, c'est de me dire, ouais, mais recette professionnelle, Olivier, ben moi, mon conjoint ne travaille pas et c'est compliqué pour mettre en place. Et ben en fait, il y a une notion qui est assez intéressante aux États-Unis, c'est la notion, on parle souvent du Airbnb. Sachez que dans le cadre d'une activité immobilière, si votre durée de location moyenne est inférieure en moyenne à 7 jours, donc on prend le nombre de bookings par an, on le divise par le nombre de jours en fait que le bien a été loué. Et en fait, si on a inférieur à moins de 7 jours, donc en moyenne, vous louez votre bien immobilier moins de 7 jours, on n'est plus dans la catégorie de real estate, on est dans la catégorie de ce qu'on appelle un trade of business. Et la notion qui est importante, ça veut dire quoi, trade of business? C'est-à-dire j'ai plus de limite. C'est-à-dire que même si, entre guillemets, je ne suis pas real estate professionnel, je n'ai pas fait les 750 heures, on ne va pas me demander de faire ces heures-là, on va considérer que c'est comme si c'était une activité commerciale. Et dans le cas d'une activité commerciale, c'est beaucoup plus simple. Et donc, dans ce cadre-là, les pertes générées vont être automatiquement déductibles de mes revenus globaux. Donc, imaginez aujourd'hui que vous êtes même, si vous êtes même célibataire, vous générez des revenus de 500 000 dollars par an, vous investissez dans des biens immobiliers qui sont eux-mêmes générés par du Airbnb. Donc, bien comprendre la durée en moyenne, il faut que ce soit inférieur à 7 jours. Ça peut aller jusqu'à moins de 30 jours, mais si c'est moins de 30 jours, il faut être capable de justifier que vous procurez un service journalier dans le cas du Airbnb. Donc, service journalier, c'est donner le petit déjeuner, changer les draps tous les jours. Mais sinon, c'est 7 jours. Et dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle un trade of business. Et donc, un trade of business, j'ai plus de limite du real estate. Et donc, en pratiquant le cost segregation, je vais dégager des pertes fiscales et ça va me permettre de constituer un patrimoine immobilier qui peut être assez conséquent. Donc, bien comprendre cela, c'est super intéressant dans ce cadre-là, cette partie-là. Une autre notion qu'on a tendance à ne pas connaître également, c'est la notion d'installment sales. Alors, installment sales, par définition, c'est je vends quelque chose, mais je me fais payer dans le temps. Pareil, je veux optimiser ma fiscalité. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les plus-values sur le long terme, elles peuvent être de 0, 15, 20, et ça va dépendre de vos revenus. Mais en fait, en étalant le paiement de ma plus-value, je vais pouvoir en fait être payé au fur et à mesure où je touche l'argent. Même si je vends par exemple mon bien immobilier ou des actions ou ma société en 2026, si je me fais payer sur les 3-4 prochaines années, je me ferai payer au fil de l'eau, je paierai mes impôts au fil de l'eau. Quand bien même j'ai dégagé ma plus-value, donc je connais ma plus-value aujourd'hui, sauf que l'impôt, je le paierai au fur et à mesure que je vais encaisser cet argent. Ou de la même façon, je peux aussi imaginer à un moment donné de mettre en place une structure, de vendre à une structure qui peut aussi m'appartenir. Mais attention, il faut bien le mettre en place parce que pendant au moins 2 ans, je ne pourrai pas vendre ce bien-là, mais aussi je peux utiliser l'installment sale parfois pour optimiser ma fiscalité future de ma plus-value. Donc, bien comprendre cet aspect-là, parce que c'est souvent aussi pas connu. Une autre notion, encore un peu plus technique, qui est pas mal quand on a un certain patrimoine, c'est ce qu'on appelle les Charitable Remainder Trust, les CRT. En gros, l'idée, c'est de se dire, j'ai aujourd'hui pas mal de patrimoine financier avec beaucoup de plus-value et je risque de payer beaucoup d'impôts. Donc, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir optimiser cette fiscalité-là? Et en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est de créer en fait ce qu'on appelle un CRT, différents types de CRT, mais créer un CRT dans cet exemple-là. Et dans le cas de CRT, un trust va être créé, qui va être un trust irrévocable. Je vais apporter une partie de mes actifs financiers, pas forcément tout, mais une partie de mes actifs financiers. Et en échange, il y a une partie qui va être considérée de ces actifs. Imaginons que j'apporte 1 million de dollars. Et il y a une partie de ces actifs qui est considérée comme étant une donation. Admettons, dans mon exemple, dans un exemple que je vais vous donner, 40%. 40%, non, enfin, faut que ce soit substantiel. On va dire 60% va être considéré comme étant une donation. Donc, 600 000 va être une donation à une œuvre caritative, mais qui reste dans un véhicule que moi, je conserve. Et 400 000 qui va être une rente qu'on va me payer au fur et à mesure du temps. Donc, pendant un certain nombre d'années, je vais toucher l'équivalent d'une rente de 400 000 qui va être placée sur les marchés financiers dans le cadre du CRT Trust et qui va donc être fiscalité dans mon cadre à moi si c'est du capital gain comme un capital gain. Et ça va me permettre de toucher une rente dans le temps. Donc, je vais continuer à toucher, l'idée, c'est de continuer à toucher le même train de vie que l'on a aujourd'hui. Donc, d'avoir des revenus conséquents, assez importants. Mais
les 600 000 que je vous évoquais tout à l'heure vont être considérés comme donation à une œuvre caritative dès le premier jour. Donc, imaginez que demain, vous avez un certain nombre d'actifs, vous conservez comme des actifs financiers qui ont des plus-values importantes. Je peux apporter une partie de ces plus-values potentielles dans un trust. Ce trust, on va considérer que j'ai fait une donation à ce trust pour une valeur de 60% dans mon exemple. Donc, 60% de donation. Donc, derrière, si je revends moi, le reste du patrimoine financier que j'ai à mon nom, eh ben, je vais pas avoir une économie fiscale assez conséquente. Le trust lui-même peut revendre ses actifs financiers, donc c'est 60%, mais le trust ne paierait pas d'impôt sur la plus-value parce que dans le cas d'un CRT, c'est un trust caritatif, on ne paie pas d'impôt. Donc, même s'il y a beaucoup de plus-value que j'ai transmis, pas d'impôt à payer. Et derrière, vous allez me dire, ouais, mais Olivier, moi, j'ai mis 600 000, je vais donner 600 000 à un trust, moi, je conserve 400 000, ok, mais 600 000, je les perds pour mes enfants. Ben, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un race replacement. C'est de constituer, ouvrir une assurance vie qui va couvrir, en fait, la perte de ce capital-là des 600 000. Et donc, en fait, avec l'argent que je vais économiser, notamment en termes d'impôts, mais les rentes que je vais avoir, donc je vais avoir de l'argent pour continuer à avoir le même train de vie, je vais optimiser la fiscalité, je vais générer un aspect financier, des liquidités financières supplémentaires qui vont me permettre d'investir dans une assurance vie qui permettront au moment de mon décès, les 600 000 que j'ai mis dans le trust seront redonnés en quelque sorte au travers de l'assurance décès, ce qu'a évoqué Adrien tout à l'heure dans ce cadre-là. C'est un outil très puissant. Je pourrais en faire une conférence là-dessus qui est assez intéressant. Un outil qui est beaucoup plus simple à mettre en place aussi, ça c'est une vocation purement caritative, c'est ce qu'on appelle un DAF. Un DAF, vous pouvez pareil avoir une fiscalité, et Adrien l'a évoqué tout à l'heure, sur le long terme. Moi, j'ai une fiscalité sur le long terme et aujourd'hui, je paie beaucoup d'impôts. Par exemple, cette année, je vais revendre un bien immobilier ou je vais revendre des actifs, un patrimoine financier, je paie beaucoup d'impôts. Mais j'ai pour habitude de donner chaque année à des œuvres caritatives. Par exemple, je donne chaque année 20 000 $ à des œuvres caritatives et moi, je fais ça et je continue, je veux le faire dans le futur. Imaginez que cette année, j'ai un élément de revenu exceptionnel. Je fais plus d'impôts cette année. Plutôt de me dire, je vais continuer à donner 20 000 $ à cette œuvre caritative, je peux imaginer d'ouvrir un véhicule financier qui s'appelle un DAF, un Donor Advised Fund, dans lequel je vais mettre, par exemple, 200 000 $ d'un coup. Donc, une partie de la vente, je vais mettre 200 000 $ d'un coup dans ce DAF. Mais ce DAF, c'est moi qui va en garder la discrétion. Donc, je vais pouvoir continuer dans ce DAF, utiliser ce DAF pour faire 20 000 $ de donation, comme je voulais faire dans le futur, à une œuvre caritative, sauf que j'aurai la déduction fiscale de 200 000 l'année même. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est super simple à mettre en place, qui est une vraie optimisation fiscale et qu'il faut connaître parce que c'est très peu coûteux d'ouvrir un DAF et très intéressant, surtout quand on est dans une optique où on a l'habitude de donner des œuvres caritatives et une année, on se retrouve à devoir payer plus d'impôts qu'une autre année. Ben là, cette année-là, je peux me dire, tiens, plutôt de donner, je vais donner, c'est comme si je donnais d'un coup 10 années à une œuvre caritative, sauf qu'encore une fois, je le mets dans un outil juridique que moi, dont je garde à disposition, enfin le contrôle, pardon. Je ne pourrais pas utiliser cet argent pour moi personnellement. Par contre, j'utiliserai cette année pour le mettre, pour verser ces 20 000 $ dans ce cadre-là. Le 1031 également. 1031, vous savez, c'est quand vous avez un bien immobilier qui est utilisé dans le cadre locatif ou dans le cadre d'un investissement. Quand vous revendez ce bien immobilier, si vous souhaitez réinvestir dans un autre bien immobilier, on peut différer la fiscalité. Je revends un bien immobilier que j'ai acheté 100 000, il en vaut 500 000 aujourd'hui. Je rachète dans un autre bien immobilier qui vaut 500 000 ou plus. En fait, l'imposition de la plus-value de 400 000, je ne le paye pas aujourd'hui, je le paierai plus tard. C'est l'imposition différée, voire même jamais si je le transmets à mes héritiers. Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle, on appure les plus-values immobilières au moment du décès, d'ailleurs pour les parties financières également. Quand on décède aux États-Unis, c'est un peu comme en France également, toutes les plus-values accumulées sont complètement apurées à ce moment-là. Donc, imaginez que vous avez fait du 1031 toute votre vie, vous n'avez jamais payé d'impôt, et beaucoup de gens font ça dans l'immobilier, ne payent jamais d'impôt sur le 1031. À leur décès, le patrimoine immobilier est transmis à leurs héritiers. En fait, l'accumulation des plus-values est complètement effacée, oubliée. Et c'est une vraie optimisation fiscale également, le 1031. Et ça me permet d'avoir une vraie stratégie également dans ce cadre-là. Donc, pensez bien aussi, ce 1031, de l'utiliser. Enfin, le QOZ, le Qualified Opportunity Zone, qui est souvent méconnu. Moi, j'insiste souvent. Et ça, il est très large. Vous pouvez l'utiliser quand vous réalisez des plus-values financières, des plus-values, des capital gains au niveau de votre portefeuille de placement financier. Vos plus-values de votre résidence principale, ça marche. Le 1031, ça ne marche pas, ça marche. Mais également de l'immobilier classique. Donc, toute plus-value générée. Si vous investissez dans ce type de placement financier, en fait, l'idée, c'est un petit peu comme des SCPI à la française, et ce sont des sociétés civiles de placement immobilier qui vont vous générer des revenus chaque année, comme des dividendes, et avec une exit à la sortie aussi. Et ça, la condition, vous n'avez besoin de réinvestir que la plus-value. Je vous évoquais tout à l'heure le 1031. Le 1031, il faut réinvestir l'intégralité de la valeur qui est vendue, le prix de vente, il faut le réinvestir. Là, on vous demande de réinvestir uniquement la plus-value.
je réinvestis ma plus-value dans ce type de placement financier, ce qu'on appelle des Qualified Opportunity Zones. Et ça va me permettre de différer mon imposition sur ma fiscalité. Donc, j'ai avoir de l'argent plus grand disponible et donc je vais pouvoir générer plus de dividendes. D'investir dans des véhicules juridiques où je n'ai pas besoin de les gérer moi-même, un peu comme les CPI à la française, hein, dans ce cadre-là. Au bout de 5 ans de détention, je vais devoir payer l'impôt, mais je paierai l'impôt avec une décote de 10%. Je serai taxé uniquement sur 90% de la plus-value que j'aurais mis au départ. Et si je conserve au moins 10 ans, toute l'accumulation de tout l'agrandissement de mon portefeuille depuis le jour J, c'est-à-dire que j'investis 1 million de dollars. Si au bout de 10 ans, ce portefeuille de placement CSCPI va 10 millions, ces 9 millions de dollars de plus-value qui ont été générés dans le cadre de ce placement-là ne généreront jamais de fiscalité. Donc, c'est un vrai avantage. N'hésitez pas aussi à regarder ces Qualified Opportunity Zones et on peut les utiliser, j'insiste bien, pour tout type de placement dans ce cadre-là. Par contre, au bout de 5 ans, on doit le faire. Donc, et sachez qu'il est réinvesti. Il y a un nouveau qui est mis en place à partir du 1er janvier 2027. Donc, ne le faites pas maintenant parce que celui qui est en place en ce moment, il expire au 31 décembre 2026. Donc, il n'y a aucun intérêt de le mettre en place. En revanche, à partir du mois de juin, n'hésitez pas, si vous avez des ventes, vous pouvez les faire. Il faut réinvestir dans les 6 mois. Donc, en fait, la règle, c'est dans les 180 jours qui suivent la vente, vous devez réinvestir dans ce QOZ. Et donc, comme le nouveau se remet en place au 1er janvier 2027, si vous faites des ventes en juillet, vous pourrez le faire l'année prochaine dans ce cadre-là. Donc, n'hésitez pas à regarder ce type de placements qui sont assez intéressants. Et je te laisse la parole, Adrien. Parfait. Alors maintenant, on va parler du plan 529, un plan qui fait débat ici aux États-Unis souvent, hein, qui est mis en place pour optimiser le financement des études des enfants. Donc ici, le concept est simple. C'est que j'ouvre un compte 529 qui fonctionne un peu comme un compte d'investissement ici aux États-Unis. Alors en fonction du compte que j'ai choisi, pour simplifier les choses, on va dire que ça fonctionne de la même façon qu'un compte de brokerage. Donc, je viens épargner de l'argent dans mon plan 529. Ce plan 529 grandit lié au marché financier. L'avantage de ce type d'outil, ici, on le voit à l'écran, hein, c'est que lorsque je vais utiliser ces fonds plus tard pour payer les études de mes enfants, eh bien, je vais pouvoir utiliser capital et intérêt, hein, c'est-à-dire, bien sûr, l'argent que j'ai investi, mais également la croissance qu'a généré cet argent investi au sein de mon compte, de façon complètement tax-free, tant que les fonds sont utilisés pour payer, hein, comme on le voit, des dépenses éducatives qualifiées. On a un exemple chiffré pour tout à l'heure. On va pouvoir voir que ça a un impact réel, surtout plus on commence tôt, plus l'impact est fort. Dernière chose importante là, qui est souvent un gros point pour la communauté française aux États-Unis, c'est de dire oui, bah, c'est super, Adrien, mais si mes enfants ils vont faire leurs études ailleurs, est-ce que ce type de plan fonctionne? Et la réponse est oui. Il fonctionne dans beaucoup d'universités canadiennes. Il fonctionne dans beaucoup d'universités anglaises. Il fonctionne même dans 13 universités françaises et quelques universités suisses. Donc, vous bénéficiez lors de votre résidence ici aux États-Unis de cette croissance tax deferred, la possibilité de l'utiliser tax-free. Alors, je dirais illimitée ici aux États-Unis, dans certaines limites, quand vos enfants partent à l'étranger. Notre collègue Morgan, qui est spécialisé sur ce type d'outil, pourrait vous en dire un peu plus. Mais le point ici, c'était de dire ne pas ignorer ce type de plan, parce que, on le verra tout à l'heure, ça peut être game changer en termes d'économie d'impôt là-dessus. Et enfin, et là je vais donner la parole à Olivier, on a aussi la possibilité, un peu comme on le voyait tout à l'heure avec le HSA, hein, on se pose toujours la question, oui, bah, si mes enfants ils l'ont pas utilisé entièrement, est-ce que c'est bloqué? Hein, et la réponse c'est non. J'ai la possibilité de le transformer en Roth IRA. Alors ici, hein, attention, c'est quelque chose de nouveau comme loi, c'est la loi Secure 2.0. Je vais donner la parole à Olivier pour les limites. Hein. Ouais, merci Adrien. Et donc, tout à l'heure, on parlait du HSA. Alors, HSA, on ne peut pas faire un rollover vers un array. On peut le distribuer sans fiscalité, enfin, sans pénalité. Là, dans ce cadre-là, l'avantage du 529, c'est que je vais pouvoir le transférer vers un Roth IRA, donc qui ne sera jamais fiscalisé à vie, hein, super intéressant, dans la limite de 35 000 dollars. Donc, si ça dépasse, si c'est plus de 35 000 dollars, je ne pourrais pas faire la partie supérieure. Et dans la limite annuelle, c'est-à-dire qu'il va falloir contribuer, en gros,
à peu près 5 ans, hein, c'est la limite annuelle, c'est 7 500 $ par an maximum dans lequel je peux transférer. Donc, il faudra bien évidemment travailler et pouvoir faire un IRA, mais vous aurez la possibilité chaque année de transférer 7 500 jusqu'à ce que vous atteigniez 35 000 $. Et donc là, ça se transformera en Roth IRA. En tout cas, j'ai donné à tout le monde dans les commentaires les liens pour vous permettre de contacter Adrien et Olivier et de prendre rendez-vous avec eux. C'est très simple, vous cliquez sur les liens et vous vous inscrivez dans leur calendrier pour avoir quelques minutes d'échange avec eux. N'hésitez pas à le faire, évidemment. C'est, j'imagine, des entretiens complètement gratuits. Olivier et Ouais. Adrien. Voilà. Tout, tout à fait, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut. Il y a beaucoup de concepts qui ont été présentés, mais on a vraiment voulu faire cette présentation avec Olivier parce qu'on voit trop souvent des opportunités qui sont ratées. Donc, le but de la présentation, c'était pas entre guillemets, de vous donner un plan, il faut implémenter tout ça. C'était de dire, voilà, vous avez des opportunités à votre disposition et avec USA France Financial, vous avez une équipe unique pour venir mettre en place ces opportunités. C'est-à-dire qu'on a un service d'investissement qu'on est très fier, qui a été reconnu par Forbes cette année comme avec Alexandre, qui est notre associé, qui est directeur, comme un des 100 meilleurs advisors aux États-Unis. Sur ce point, on a un service de planification, de stratégie patrimoniale dirigé par Adam Boyer, qui est aussi notre associé, qui a aussi été reconnu comme un des 100 meilleurs euh, conseillers patrimoniaux ici aux États-Unis par Forbes. Vous avez la chance d'avoir Olivier, qui est CPA expert comptable, hein, pour la partie fiscale. On a des notaires, des personnes spécialisées dans l'éducation au sein du cabinet. Donc vraiment, ça peut paraître overwhelming ce que vous avez vu aujourd'hui. Le but, c'était de vous dire, vous avez une opportunité. Et cette opportunité, il faut vraiment la saisir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Ouais. Comme l'a dit Romain, le premier bilan est bien sûr offert pour que vous puissiez voir avec notre œil d'expert l'impact que peuvent avoir ces stratégies sur votre stratégie patrimoniale. Ouais, super, Adrien. Justement, j'ai mis des QR codes à l'écran. Romain, vous les avez Merci. mis également dans le chat. Donc, n'hésitez pas à regarder la checklist également et de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui et notamment de bien maîtriser un peu les enjeux et puis bien vous faire entourer, hein. C'est toujours ça qui est important, hein. Faites-vous Mm. bien entourer parce que souvent, on fait faire beaucoup de choses. Moi, je vois souvent dans mon domaine, la fiscalité, on veut faire beaucoup de choses soi-même et puis après, on se rend compte qu'on a mal fait les choses, on les a pas rectifiées, on se dit, ah, si j'avais su, c'est bien de s'entourer d'experts dans chacun de ces domaines et vraiment d'avoir une vraie vision. Et comme le dit Adrien, le but d'aujourd'hui, c'était de se dire, on peut avoir aussi une vision financière patrimoniale, mais il faut toujours allier la fiscalité à C'est vraiment ce qu'on appelle un peu en France l'ingénierie patrimoniale, hein. C'est être capable de gérer sa fiscalité au travers de ses investissements patrimoniaux. Donc, pensez bien à toujours à agir en ces termes et puis en vous faisant bien entourer des bons spécialistes. Et commencer le plus tôt possible. Et commencer le plus tôt possible, exactement. Oui, Ouais. Ouais, tout à fait. tout à fait. On a une question dans le Q&A qu'on peut traiter si vous le voulez bien. Je vais Ouais. vous laisser y répondre, évidemment. Ouais, bien sûr. J'en parlais tout à l'heure. On m'a demandé quelle était la différence entre une cash value life insurance et ce qu'on appelle un PPLI, une private placement life insurance. Alors, c'est une excellente question. On n'en a pas parlé aujourd'hui du PPLI, tout simplement. Pourquoi? Parce que même si on est adepte et grands utilisateurs pour nos clients de cet outil-là, c'est simplement que c'est un outil qui est disponible pour des personnes qui ont au minimum entre 3 et 5 millions à placer sur ce type d'investissement. La différence, donc si on a la chance de pouvoir avoir accès à ce type d'outil, donc le Private Placement Life Insurance, effectivement, on va pouvoir venir placer dans ces outils-là tout ce qui est compte de brokerage, private credit, private equity, et on va bénéficier du wrapper de l'assurance vie, hein, c'est-à-dire croissance de façon tax deferred, possibilité d'utiliser les fonds de façon tax-free, hein, sur les rendements générés par les actifs dont je viens de parler, qui sont potentiellement compte de brokerage, private credit, private equity, euh, etc., structured notes. Donc voilà, c'est juste une coquille extrêmement intéressante qui malheureusement pour le moment n'est pas disponible pour tous. C'est pour ça qu'on on n'a pas, on n'en a pas parlé plus spécifiquement aujourd'hui, mais un excellent outil. Si vous y avez accès, vraiment, on vous le recommande. Et je rappelle que vous travaillez déjà avec
même si c'est depuis 2012 déjà avec 1500 familles aux États-Unis. Donc voilà, vous avez un petit peu de crédit, comme on dit, dans votre discours, évidemment. Euh, je crois qu'on a terminé, Adrien Olivier. Ouais, ouais. Ouais. Merci Merci, beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, merci à toi, Romain. ouais. Merci à toi, Romain, hein, pour l'organisation de cette conférence et merci à tout le monde hein, pour avoir resté un peu plus longtemps avec nous. Voilà. Et si vous avez raté le début ou si vous voulez réécouter, parce qu'évidemment c'était très intense, même si leurs explications sont particulièrement précises, et revoir des slides qui étaient diffusés, n'hésitez pas à, dans quelques jours sur le Friendstrict et sur notre chaîne YouTube, vous pourrez revoir la conférence. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Olivier, et merci beaucoup à ceux qui ont assisté et ceux qui vont assister plus tard. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.